Auria, comment je commence une vidéo? Yo. C'est pas ça que tu dis? Bah je sais jamais en fait, je dis yo par défaut en fait. Parce que les gens je leur dis toujours yo. Eh bah yo. Bah yo. Je vais commencer par un tweet. Je demande même pas si ça va. Ça sert à rien, ils vont me dire oui tout le temps. Tout le monde va dire oui, y a personne qui va dire... Non. Ok, alors si toi tu vas pas bien, tu mets dans ton commentaire pourquoi tu vas pas bien et pour de vrai. On verra. Oui. Pour moi tout le monde va dire oui hein. Je peux leur dire, bon, ça va très mal. Bon, je vous ai posé des questions. Enfin non, je vous ai demandé de me poser des questions plutôt. Et les questions c'était pour ou contre quelque chose, mais version hardware. Donc, on va faire pour ou contre version hardware. Est-ce que je parle trop saccadé? Oui, peut-être. Est-ce que tu vas me détester au montage? Oui, sûrement. Tant pis, débrouille-toi. Plus sérieusement, Auria m'a suggéré de faire un concept qu'on connaît bien sur YouTube, mais qu'on connaît moins en hardware, qui est simplement un pour ou contre. Donc vous me posez des questions sur Twitter ou en commentaire de la vidéo, et moi j'y réponds avec mon avis pour, contre et pourquoi. J'ai donc là toute la liste de vos pour ou contre, sur Twitter pour l'instant, peut-être dans les commentaires pour la prochaine, et puis on va y répondre ensemble. Première question, bah forcément je vais choisir Auria, qui demande pour ou contre un seul écran. Et je vais même en profiter parce que j'ai eu 2 ou 3 questions en parallèle qui parlaient de ultra wide ou de dual screen ou triple screen et qui me demandaient mon avis. Donc pour ou contre avoir un seul écran, pour ou contre les ultra wide à la place des triple screen et pour ou contre les triple screen à la place de l'ultra wide. Il va falloir vous décider à un moment. Dans tous les cas, moi je suis team multiscreen et pas ultra wide ni un seul écran en 16 neuvième, encore moins. Jamais. Mais ça pour le coup c'est vraiment lié à mon utilisation de l'ordinateur. Typiquement si je suis dans un jeu vidéo, ça va être soit un FPS, soit un jeu de course. Donc pour un FPS je vais forcément jouer sur le 27 pouces en 144 Hz, ce qui est au milieu, tout en ayant Twitter, Discord, TeamSpeak, etc. sur un des 2 écrans, et Twitter, TeamSpeak, Discord, etc. ou n'importe quelle application sur l'autre. Si un jour je veux streamer, encore une fois, écran principal en écran de jeu ou d'application, OBS sur un écran, le chat sur l'autre écran, c'est parfait. Et pour les jeux de course, eh ben, la question se pose pas vraiment parce qu'un triple screen qui te permet d'avoir un cockpit au lieu d'un ultra wide aussi incurvé soit-il, on aura quand même vachement plus de largeur d'écran avec 3 écrans. Aujourd'hui c'est quoi les plus grands? C'est des 49 pouces il me semble de chez Samsung. Bah ça équivaut à 2 24 pouces l'un collé à l'autre concrètement, donc autant en avoir 3 quoi. En fait c'est pour ça que j'aime beaucoup le multiscreen par rapport à de l'ultra wide, c'est vraiment qu'on peut séparer les applications et être vraiment multitâche sans avoir des fenêtres qui vont se monter les unes sur les autres en permanence. Donc réponse contre un seul écran, contre les ultra wide mais ça c'est mon utilisation, et pour le triple screen. Par contre en vrai, si vous faites du The Witcher, si vous faites des jeux d'aventure, etc., là un ultra wide ça peut être sympa. Et encore plus si vous êtes des grands fans de cinéma, où là un ultra wide ça permet de même plus avoir les bandes noires et d'avoir, je sais pas, un 21 neuvième ou un 32 neuvième pour pouvoir profiter au maximum de n'importe quel film. On a ensuite Robin qui demande pour ou contre le métal liquide, et ça c'est une super question parce que les pattes thermiques c'est toujours un petit peu obscur pour beaucoup. Alors de base, la patte thermique c'est une patte qui va se mettre entre ce qu'on appelle l'IHS du processeur et le refroidissement du processeur. Donc on a le haut du processeur, le bas du ventirad, elle se met entre les deux pour pouvoir aider à dissiper la chaleur. Le truc c'est que la pâte thermique il faut qu'elle soit non conductrice, donc elle ne transmette pas l'électricité, parce que si elle déborde avec la pression et qu'elle se retrouve sur les pins du processeur, sur les condensateurs, sur n'importe quel circuit électrique et qu'elle fait un court jus, là concrètement on risque de perdre du composant. La pâte thermique en métal liquide, avec notamment la plus connue qui est la Conductonaut de chez Thermal Grizzly, c'est de la pâte comme son nom l'indique qui est faite avec du métal liquide. Donc concrètement au niveau conductivité thermique ça va tabasser. Attendez, je vais vous sortir des chiffres, vous allez vite comprendre. Par exemple, d'après le site de Thermal Grizzly, la Cryonaut, qui est d'ailleurs ma pâte thermique préférée et une des meilleures sur le marché, elle a une conductivité thermique de 12,5 watts par mètre Kelvin. Même si vous comprenez pas, c'est pas grave, on s'en fout, c'est juste pour vous donner le chiffre 12,5. Et la Conductonaut, toujours d'après leur site, elle a une conductivité thermique de 73 watts par mètre Kelvin. Donc 12,5 d'un côté, 73 de l'autre. Concrètement, en se fiant qu'à ça, on se dit métal liquide tous les jours. Sauf que, y a pas que des avantages. Métal liquide, donc, ça veut dire absolument aucune isolation électrique. Donc il suffit qu'il y ait une goutte qui aille sur des composants, sur des circuits électriques, etc. et hop là, court-circuit. En plus de ça, les composants de cette pâte thermique font que si on met des radiateurs en aluminium, ça va complètement ronger le radiateur lui-même. Donc c'est un petit peu con de perdre un ventirad là-dessus. Et enfin, dernier gros problème du métal liquide, on peut pas passer sous 0. Donc ça va pour le coup parler que aux overclockers et je vais rien leur apprendre. Mais dès qu'on fait de l'overclock sous azote liquide par exemple, donc en sub 0, là pour le coup la pâte thermique elle ne sert plus à rien. Alors du coup concrètement le métal liquide, pour qui, pourquoi, pour quand? Attendez, je vais même vous montrer la différence. Ça par exemple c'est de la Cryonaut, la version très classique de pâte thermique.
qui sort blanche-grise et qu'on met absolument partout. Ça par contre c'est de la conductonaute, donc métal liquide et qui arrive dans un petit sachet limite de chimiste. On a donc une toute petite seringue avec la pâte thermique en métal liquide, un gigamo qui dit alors attention si tu mets en aluminium par contre tu fais tout fondre, un applicateur ultra fin, je suis même pas sûr que vous le voyez en vidéo, mais qui est en métal qui permet de faire des micro-gouttes. Si on en a trop mis, il y a même de quoi retirer la pâte thermique de là où on en a mis. On a une notice carrément pour appliquer de la pâte thermique, une notice, tellement il faut faire attention à ce qu'on fait avec. Et enfin, on a des lingettes pour se nettoyer la peau après avoir été en contact avec ça. Donc vraiment, c'est pas le même niveau. Attendez, maintenant il faut que je remette tout. On est bien. Et on referme ça hermétiquement. Oh oh. J'en ai mis partout! Et merde. Ça c'est ce qui se passe quand on touche du métal liquide. On est bien, non? Donc concrètement, la pâte thermique en métal liquide, pour de ouf, mais pas n'importe où. Moi ce que je fais, c'est que je n'en mets que sur les puces elles-mêmes. Typiquement sur une carte graphique, et je vais remplacer la pâte thermique qui est appliquée de base ici là par du métal liquide parce que la plaque froide est en cuivre, donc aucun risque avec le métal liquide et surtout ça permettra une extrême dissipation de la chaleur. Pareil côté ordinateur, là ce MacBook je l'ai entièrement ouvert, j'ai changé toute la pâte thermique qui était craquelée, fissurée, etc. depuis le temps. J'ai appliqué de la conductonaute partout, que ça soit sur le CPU ou sur le GPU et j'ai perdu peut-être 20 degrés en utilisation quoi, c'est phénoménal. Donc métal liquide pour... Mais faut savoir ce qu'on fait. Dans le même genre, il y a Aizaku, alors j'espère que je prononce bien ton pseudo, qui demandait pour ou contre le delete CPU. Et ben le delete c'est exactement ça, c'est que tu prends ton processeur typiquement Intel qui ne soudait pas les processeurs mais qui mettait une espèce de pâte thermique à l'intérieur. J'essaierai d'ailleurs de vous trouver des schémas et puis de les intégrer en parallèle là sur la vidéo parce que c'est hyper compliqué à expliquer et encore plus à comprendre. Mais dans tous les cas, le delete c'est une technique qui consiste à décoller le capuchon en métal du processeur, donc l'IHS du processeur lui-même, de remplacer la pâte thermique qui a été mise dessus par de la conductonaute et de remettre le capuchon pour perdre entre 10 et 15 voire peut-être 20 degrés parfois sur certains processeurs. Le problème c'est que ça fait sauter la garantie, forcément, même en recollant bien tout ce qu'on veut, donc c'est comme pour la conductonaute. Mais faut vraiment savoir ce qu'on fait. Tant qu'on est dans l'overclocking et dans le compo pur et dur, il y a Arx qui demande pour ou contre passer une semaine à hausser de la RAM. En vrai pour de ouf. En vrai pour de ouf. Mais parce que c'est vachement drôle, tu vois, tu descends un timing par un timing. T'as rien gagné dans ta vie, mais c'est cool parce que tu vois, t'as pu mettre hop le chiffre en dessous, ou alors t'as pu monter à la fréquence au-dessus. C'est trop rigolo, franchement c'est trop satisfaisant, on veut toujours plus, autant faire plus. Un peu plus soft maintenant, on a Elvi qui demande pour ou contre les claviers méca au boulot, et pour ou contre laisser le PC tourner H24. Première question, pour de ouf, parce que bon, taper sur un clavier de chiclette ou une espèce de membrane un peu dégueu, non merci. Le problème étant qu'un clavier mécanique ça fait du bruit, donc il faut soit être tout seul, soit avoir des collègues qui ont aussi des claviers mécaniques, soit avoir des collègues avec des trucs dans les oreilles pour écouter de la musique tout le temps. Et absolument contre le fait de laisser le PC tourner H24. Parce que quoi qu'il arrive, même s'il est en veille, il y a quand même de l'électricité qui va passer. Et puis s'il n'est pas vraiment en veille et que juste il tourne et que du coup les ventilateurs tournent et que du coup les composants tournent et que les bobines ont du courant, franchement c'est un coup à fusiller sa durée de vie sans même l'utiliser. Donc ouais, contre le fait de laisser un ordi allumé H24, clairement. Alors... celle-là elle va pas faire plaisir à tout le monde, moi je vous le dis. Pour ou contre les optis PC? À aucun moment pour, à aucun moment pour. Est-ce que c'est clair? J'espère. En vrai, à mon ancien taf, le service client et les community managers, ils pétaient les plombs sur les ordis qui étaient optimisés. Même aujourd'hui, il y a un paquet de youtubeurs, gaming, streamers, etc. qui se font opti leurs ordinateurs. 2 jours après, il n'y a plus rien qui marche, ils n'arrivent plus à lancer leur jeu, il y a des blue screens à l'infini, ça lag, ça freeze, Jamais faites pas ça, ça sert à rien. Il y a une opti que je peux conseiller, et encore une fois, je vais parler de Piwi, c'est la sienne. Sur sa chaîne, lui d'ailleurs, il s'amuse beaucoup à tester les optis qu'il voit passer sur Twitter de telle ou telle personne, et à comparer toutes ces optis là qui sont très obscures, très floues, ou en plus qui sont payantes, à une optimisation que lui a faite et qui est très basique, très simple et qui ne défonce pas de l'ordinateur, et à chaque fois il a les mêmes résultats. Donc en fait, ça sert à rien de payer, de passer beaucoup de temps à optimiser quoi que ce soit, d'aller se foutre sur des Discord ou des sites absolument obscurs où on comprend pas ce qu'on fait, on clique juste sur exécuter, ça se trouve on fait n'importe quoi sur l'ordinateur. Franchement non, et les optis j'en peux plus, j'en ai ras la casquette, ça va à un moment. Voilà, donc contre les optis, moi je suis déjà team stabilité. Si vous voulez optimiser et quand même gagner de la performance, suivez le truc de Piwi, ça marche aussi bien, voire mieux que toutes les optis que vous pourrez voir, et vous touchez pas et vous cramez pas votre PC. On a ensuite Tifli qui me demande pour ou contre les PC prémontés. J'aurais tendance à dire contre, mais ça dépend lesquels. Déjà, tous les ordinateurs faits par les OEM avec des cartes mères spécifiques, où on peut rien démonter, il y a des étiquettes anti-dévissage, etc.
Ça, on oublie direct. Parce que la carte mère, c'est du no-name. L'alimentation, elle est généralement no-name et en plus, pile poil dimensionnée pour ce qu'il faut. Faut pas lui mettre 1 watt de moins. Ça tient pas dans le temps, c'est pas bien refroidi. Tout est fait pour qu'on puisse rien remplacer parce que c'est que des composants propriétaires. Franchement, faut pas y aller là-dessus. Et pareil, hein, pour les ordinateurs prémontés sur un site qui a le même nom qu'une forêt, franchement, y allez pas. Ok, c'est moins cher. Ok, on vous vend des composants de ouf. En fait, quand on l'a entre les mains, déjà, souvent, c'est pas ça. C'est pas forcément les mêmes boîtiers. Il y a pas de refroidissement. Les composants, c'est du bas de gamme de chez bas de gamme, ce qui fait que 6 mois après, potentiellement, ça lâche. Par contre, les ordis prémontés où je suis pour, c'est les ordis où on peut changer les composants. On peut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On peut même les choisir. Bah, typiquement, Top Achat avec son Configomatic ou avec ses ordinateurs prémontés, c'est le top. Le Configomatic, on peut tout choisir composant par composant. Les ordis prémontés, je sais que c'est des gens qualifiés et rigoureux qui ont choisi les composants. Dans tous les cas, tu peux démonter ton ordinateur. Si dans 5 ans, tu as envie de changer ta carte graphique, t'enlèves, tu remets, fini. Donc ouais, c'est plus des ordinateurs qu'on peut faire nous-mêmes, pièce par pièce, mais qui ont juste été assemblés par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, en parlant de carte graphique, il y a CIS, j'espère que encore une fois j'écorche pas ton pseudo, qui demande pour ou contre les cartes spécialisées dans le minage. Bah, dans le contexte actuel, complètement contre, parce qu'à aucun moment on devrait prendre des puces destinées à des joueurs, alors qu'il n'y en a déjà plus du tout, et les foutre dans des rigs de minage et utiliser 20 cartes graphiques d'un coup, alors qu'on aurait pu avoir 20 cartes graphiques utilisées pour du jeu. C'est déjà assez la galère niveau stock, si en plus il y a des paquets de 20 ou de 50 cartes graphiques qui partent, franchement c'est chiant quoi. Tiens, et puis on reste dans les cartes graphiques avec Flubox qui demande pour ou contre le SLI ou Crossfire. Aujourd'hui contre, il n'y a plus aucun intérêt, à mes yeux encore une fois, à faire du SLI ni du Crossfire. Les cartes elles sont déjà ultra puissantes. Ça sert à rien de s'embêter aujourd'hui à mettre une deuxième carte qui va consommer tout autant que la première pour gagner peut-être 5 ou 10%, j'en sais rien, de performance quand on en apporte en jeu. Et d'ailleurs c'est pas pour rien que Nvidia par exemple enlève les options SLI petit à petit au fur et à mesure des gammes pour ne les laisser qu'aux plus grosses, voire même potentiellement les enlever un jour complètement. Ça avait du sens quand on faisait un x2 sur les perfs en mettant une deuxième carte graphique, c'est sûr. Aujourd'hui, on s'en fout. Alors j'ai plus ou moins 2 fois la même question de Crackmore et de Krakens, plus ou moins le même pseudo aussi apparemment, qui demandent pour ou contre les gros boîtiers, pour ou contre les boîtiers ouverts par design et pour ou contre les boîtiers cubiques. Alors, je sais même pas quoi dire. Moi j'adore les gros boîtiers. En vrai, les gros boîtiers et les boîtiers cubiques, c'est purement subjectif, parce que j'aime bien avoir de la place, que ça veut souvent dire un bon airflow, et que comme de toute manière, l'informatique prend une grande place dans ma vie et dans le salon, etc., ça sert à rien de cacher tous les trucs dans un petit boîtier, autant prendre du gros boîtier. Et enfin, les boîtiers ouverts, c'est juste parce que c'est trop beau, en fait. Par contre, c'est un délire, parce que ça prend la poussière de ouf, c'est hyper bruyant. Si un animal a un chat, un chien, un furet, une souris, on sait rien, qui fout son nez dedans, et ben ça peut faire du dégât. Et puis, pareil si c'est un bébé, hein, donc voilà, c'est super joli, mais c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais c'est super joli. Bon, il me reste une question que je me réserve pour la fin, mais en attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu à toi qui regarde. Si c'est le cas, t'hésites pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager. Tu peux t'abonner pour pouvoir suivre les prochaines éditions, et surtout, si t'as des questions, mets-les dans les commentaires, comme ça je pourrai y répondre dans d'autres vidéos. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura appris des trucs, quelle que soit ta compréhension de l'ordinateur. Et du coup, on passe à la dernière question, qui est une question de Bubule123, qui est hyper pertinente, et qui me demande pour ou contre les ordinateurs. Et ben pour, parce